On ne manque pas d'images d'effondrement. La science-fiction nous fournit une multitude de scénarios de fin du monde possibles. Mais il n'y a même plus besoin d'aller au cinéma, il suffit de regarder le JT. Ces images de pluies torrentielles, de forêts qui s'embrasent ou de cyclones dévastateurs nourrissent un imaginaire fataliste, nous donnant le sentiment qu'il est déjà trop tard pour échapper à la catastrophe. Et si, pour calmer notre éco-anxiété et renouer avec un avenir soutenable, la solution demandait moins de l'imagination que d'ouvrir la malle du grenier pour dépoussiérer les vieilles recettes de grand-mère. Cédric Durand est économiste à l'Université de Genève. Dans le livre qu'il a coécrit avec Razmik Kecheyan, Comment bifurquer les principes de la planification écologique, il revient sur l'histoire de cette notion et esquisse les contours d'un mode de développement qui ne serait plus structuré par la rentabilité et le marché, mais par les besoins. Peut-on faire le tri entre les désirs auxquels il faudra renoncer et les besoins qu'il faudra satisfaire? À quoi ressemblerait ce gouvernement par les besoins? Comment bifurquer? Cet épisode a été tourné en public à la Gaîté Lyrique dans le cadre du festival Et maintenant. Alors vous dessinez les contours, je disais, d'une bifurcation, je trouve que le mot est très joli. Souvent quand on parle de la crise climatique, on parle plutôt de transition. C'est quoi la différence entre les deux ? Eh bien, fondamentalement, la différence entre transition et bifurcation est la suivante. La transition, c'est finalement garder la société telle qu'elle est aujourd'hui, les mêmes systèmes de transport, les mêmes systèmes d'habitation, les mêmes systèmes d'alimentation, et tout simplement de les verdir. Donc, essentiellement, lorsqu'on parle de transition, on parle beaucoup de transition énergétique, et il s'agit surtout de décarbonation. Or, la crise écologique n'est pas seulement énergétique. Elle est bien sûr liée au changement climatique, aux émissions de CO2, mais il y a bien d'autres dimensions. Effondrement de la biodiversité, dérèglement des systèmes biochimiques. Et donc, il faut bien prendre en compte l'ensemble du métabolisme entre l'humanité et la nature. Et donc, la bifurcation, elle veut dire, bien finalement, ce qu'il va falloir discuter, c'est nos modes de vie et s'organiser pour transformer nos modes de vie et non pas seulement verdir tel ou tel process. L'un des grands penseurs de la planification écologique qui a inspiré Cédric Durand, c'est Otto Neurath, un économiste et philosophe des sciences autrichien qui a écrit au début du XXe siècle. Otto Neurath, c'est un praticien. C'était d'abord un économiste pendant la Première Guerre mondiale qui travaillait au ministère de la Guerre en Autriche. Et donc, son problème à lui, c'était de dire, mais écoutez, regardez, lorsqu'on a dû organiser l'économie dans ce contexte-là, c'était une économie où finalement la monnaie n'était pas très importante. Ce qui était important, c'était où vont les ressources pour l'alimentation, comment on fait pour construire des armes, etc. Et donc, il a mis en avant cette idée qu'il y avait une forme de possibilité d'organiser l'économie en nature, c'est-à-dire pas par le calcul monétaire, mais en disant qualitativement, voilà les choses que l'on doit faire. Mais il ne s'est pas arrêté là, Otto Neurath, parce qu'il avait au fond cette intuition qui est très importante pour nous dans le livre, c'est que la planification, c'est l'articulation, toujours compliquée, mais essentielle, de deux dimensions. D'une part, la dimension démocratique. Il y a des choix à faire, c'est ça d'abord planifier, c'est définir des priorités et choisir. Mais il y a aussi une autre dimension, qui est une dimension plus technique. Il va falloir décider quels sont les mécanismes qu'on va pouvoir mettre en œuvre, quelles sont les ressources qu'on peut avoir. Et il résumait ça d'une formule que je trouve très, très juste. C'est la planification, au fond, c'est la bataille permanente des personnes ordinaires et des technocrates, donc des experts. Bon. Donc c'est cette espèce d'équilibre, voilà l'enjeu de la planification. Du calcul et de la politique. Exactement. Alors vous disiez qu'il avait écrit pendant la Première Guerre mondiale, et même pour lui, la guerre était un fondement d'une nouvelle économie possible. C'est assez contre-intuitif. C'est-à-dire que lorsque arrive une situation de guerre, c'est un moment où la priorité n'est plus la priorité du développement de l'activité économique. Il y a quelque chose d'autre qui est en jeu, donc la survie d'une société. L'économie n'est plus centrale, la politique est au premier rang. Et donc cette idée d'économie de guerre est évidemment quelque chose de très important aussi pour réfléchir aux expériences possibles de planification. On a des exemples très importants dans le contexte de la Première Guerre mondiale, par exemple en France, à Paris, on a mis en place, à partir de 1916, un rationnement pour l'accès au charbon. Alors pourquoi un rationnement ? Bien parce qu'il n'y avait pas assez de charbon pour à la fois de fournir les moyens de l'armée et puis il y avait un blocus, c'était très difficile d'avoir accès à cette ressource. Et la situation est devenue tellement difficile que finalement la préfecture a organisé la distribution du charbon en fonction des besoins.
C'est-à-dire que chacun allait à la préfecture, expliquer quelle était la situation de sa famille, et en fonction de cette situation-là, on avait le droit à une certaine quantité de charbon. Alors évidemment, c'est quelque chose qui était en fait assez populaire à l'époque, parce que des gens qui auparavant avaient peu de revenus, avaient éventuellement moins de charbon qu'ils n'ont pu en avoir dans le cadre du rationnement. Mais là, l'idée clé, c'est vraiment que, à travers le rationnement, à travers finalement cette logique de politisation des besoins, eh bien, on a satisfait à quelque chose qui était conçu comme une nécessité collective. Peut-être une manière d'insister sur cette idée, c'est l'idée que, avec la logique du rationnement, avec la logique du gouvernement par les besoins, eh bien, c'est une forme de justice qui se met en œuvre. Et il y a un historien qui s'appelle Edward Thompson qui disait, voilà, on parle dans ce contexte-là d'économie morale, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre un jugement de valeur, un jugement moral dans la distribution des ressources, en l'occurrence, là, le charbon. Il y a aussi, comme exemple d'intrusion du politique dans le marché, le contrôle des prix qui est pratiqué aussi à ce moment-là. Il y a un autre exemple que vous donnez, alors là, un peu plus tard, qui montre comment, d'un coup, l'économie peut faire des prouesses. Pendant la Deuxième Guerre mondiale... Alors ça, c'est vraiment extrêmement spectaculaire. Pendant 2 ans, entre 42 et 44, aux États-Unis, il va y avoir aucune production d'automobiles. Alors le pays où c'est vraiment le règne de la bagnole, plus de 2 décennies après l'essor de la production de masse d'automobiles, on arrête complètement la production d'automobiles. Pourquoi ? Bien parce qu'il y a les besoins de l'industrie de guerre. Donc là encore, c'est cette idée de mettre au premier plan des besoins prioritaires, jugés politiquement prioritaires face au fonctionnement habituel de l'économie. Comme quoi, quand la survie de la société est en jeu, on est capable de faire des choses folles, comme arrêter de produire des voitures, rationner les ressources et les distribuer de manière juste. Ces expériences en période de guerre prouvent que si la volonté politique est là, tout devient possible. Ma génération n'a pas connu la guerre, mais on a fait récemment une expérience un peu proche avec la pandémie, où d'un coup on a vu aussi que ce qui était censé être impossible devient possible. Finalement, l'argent magique, il y en a. La dette publique, ce n'est plus un problème insurmontable. Donc, on a vu comment, dans ces périodes de crise, la logique des besoins pouvait prendre le dessus sur la logique des profits. Pour les masques, les ventilateurs, on ne se posait plus la question de combien ça coûte, mais juste de combien on a besoin, quelles ressources on a pour pouvoir les produire au plus vite. Donc, on voit bien comment ces crises ramènent à la question des besoins et des ressources. Mais ce qui est intéressant quand on lit votre livre, c'est que même en dehors des périodes de crise, en fait, notre économie n'est pas une économie de marché pur. On a déjà de la planification. Oui, on a beaucoup de formes de planification qui existent. Par exemple, vous parliez du contrôle des prix. Un des exemples de contrôle des prix très fréquent, c'est le timbre. Tout simplement, le prix du timbre, il est fixé politiquement, non pas en fonction du coût réel de l'envoi d'une lettre, mais en fonction d'une politique territoriale qui fait que envoyer une lettre n'importe où sur le territoire national va coûter la même chose, que ce soit dans le département d'à côté ou à l'autre bout du pays. Et donc, cette priorité donnée à la cohésion nationale se manifeste à travers le contrôle des prix. Il y a aussi un autre élément de planification très important dans nos économies, parmi d'autres, c'est la question des services publics. Lorsqu'on se pose la question de la scolarisation des enfants, on part des besoins, du nombre d'enfants qu'il va falloir scolariser. Et ensuite, on va financer des postes de profs, des écoles. On doit fournir l'accès à l'école pour l'ensemble des enfants du pays. On doit fournir des soins pour l'ensemble des personnes du pays. Donc cette logique de service public est une logique de gouvernement par les besoins, partielle, imparfaite aujourd'hui bien sûr, mais néanmoins complètement différente de la logique du marché. Donc des processus de centralisation, de planification, on en a déjà dans notre économie, mais vous, pour aller plus loin, vous dites ce qui est nécessaire maintenant, c'est la socialisation de l'investissement privé. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire au juste, ça ? Oui, fondamentalement, la socialisation de l'investissement, c'est finalement rendre à l'espace démocratique le devenir de mode d'existence. L'investissement, c'est quoi ? C'est bien construire des infrastructures, construire des moyens de production qui vont finalement déterminer la manière dont matériellement on va vivre dans la période qui vient. Et aujourd'hui, cette décision d'investissement est essentiellement le fruit de décisions privées, c'est des entrepreneurs, des grandes firmes, c'est eux qui contrôlent l'essentiel de l'investissement. Alors socialiser l'investissement, eh bien fondamentalement, ça veut dire finalement se donner les moyens de délibérer, non pas sur le détail des investissements, mais sur les grandes orientations de l'investissement. Est-ce qu'on veut développer les transports en commun plutôt que l'industrie automobile ? Est-ce qu'on veut développer une agriculture qui va être intensive en main-d'œuvre, mais plus respectueuse de l'environnement, ou alors est-ce qu'on va développer une agriculture qui va plutôt aller du côté de la chimie. Donc ces choix-là, eh bien, ils sont déterminés par les investissements qui sont faits. Et donc, la socialisation de l'investissement, c'est fondamentalement remettre dans le débat démocratique la question des investissements et pas laisser le filtre du profit décider de la manière dont il faut allouer
la préparation de l'avenir. Ce terme de filtre, Cédric Durand l'emprunte à l'économiste Michel Husson, qui le formulait dans un article de 1991 comme ceci. Entre les besoins sociaux et ce qui est finalement produit, le capitalisme intercale un filtre, celui de la rentabilité. La planification a pour fonction de retirer ce filtre afin d'orienter l'économie en fonction des besoins. Concrètement, ça peut se traduire par la nationalisation des entreprises stratégiques. On en a eu une version extrême en Union soviétique. Mais ça peut aussi passer par une politique du crédit. C'est ce qu'on a vu par exemple en Corée du Sud après le coup d'État militaire de 1961. Le dictateur Park Chung-hee a mis en place une politique d'industrialisation accélérée, au cours de laquelle les banques publiques prêtaient seulement aux entreprises qui investissaient dans le cadre des grandes orientations fixées par l'État. Aussi bien dans l'Union soviétique communiste que dans la Corée du Sud capitaliste, ces politiques ont permis de moderniser les économies de manière efficace, mais sur un mode très autoritaire. Dans le livre, Cédric Durand parle aussi d'expériences plus intéressantes, car plus démocratiques, impliquant largement les travailleurs eux-mêmes, notamment pendant les années 70 en Suède, avec le social-démocrate Rudolf Meiner, ou au Chili, sous la présidence du socialiste Salvador Allende. Mais il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Après la Deuxième Guerre mondiale, la France a créé un commissariat général du plan pour reconstruire le pays. Dans le relèvement de notre pays, le plan est probablement la pièce essentielle. Quelle que soit l'évolution des circonstances, nous aurons besoin de plus de charbon, d'électricité, d'acier, de ciment, de machines agricoles, de moyens de transport. C'est pourquoi vont être engagés immédiatement et pour 4 ans les programmes fermes de ces 6 activités de base. La mise à exécution du plan fera sentir ses effets dès cette année et après 4 ans d'efforts, en 1950, la France aura enfin la grande industrie lourde qui lui a jusqu'à présent manqué, et notamment d'une manière si tragique en 1940. Alors, tous les Français éprouveront dans leur vie de chaque jour que la France est redevenue un pays moderne dans un monde en progrès. Donc la planification, summum de la modernité, en fait. Quel a été le bilan? L'idée de la planification telle qu'elle se déploie dans sa période glorieuse, pourrait-on dire, c'est justement celle des 30 glorieuses d'un certain point de vue, c'est-à-dire d'un point de vue productiviste. Et l'archive que vous avez montrée l'explicite très bien. Il s'agit vraiment de créer les conditions de base d'une modernisation de l'économie et de la société française. Il s'agit de loger les Français. Il y a de très nombreuses personnes qui sont mal logées à cette époque-là ou qui n'ont pas de logement. La question de la souveraineté alimentaire est aussi urgente. Du point de vue de l'industrie, la France est considérée comme un pays arriéré. Il s'agit de se rattraper par rapport aux États-Unis. Et ça fonctionne. Et donc, il y a une forme de modernisation de la France qui est celle de la période jusqu'aux années 70. Cette modernisation, que l'on appelle glorieuse de ce point de vue-là, est aussi destructrice. Il faut le rappeler. C'est une période où la France continue à nourrir des relations coloniales. Donc, il y a aussi une dimension internationale très injuste. Mais il y a aussi une dimension écologique qui est le désastre dans lequel on est aujourd'hui, se prépare d'une certaine façon dans cette modernisation-là. Mais du point de vue de la mutation structurelle, c'est-à-dire de l'adéquation entre les objectifs qui sont fixés au sortir de la Seconde Guerre mondiale et de ce qui est atteint dans les années 70, indéniablement, c'est un succès, à l'aune de ce qui était recherché. Aujourd'hui, il s'agit d'emprunter de nouveau la voie de la planification sur un mode non plus productiviste, mais au contraire écologique. Pour Cédric Durand, cette nécessité s'impose parce que les politiques qui ont été privilégiées jusqu'à présent s'avèrent incapables de produire la bifurcation nécessaire. Ces politiques, elles reposent sur le fait de donner un prix à la nature, de la valoriser monétairement pour qu'elle soit correctement intégrée dans les décisions privées et publiques. La façon dont on essaye de penser aujourd'hui la crise écologique, c'est de la faire rentrer dans les catégories du marché, de l'économie marchande. Et donc, il va falloir essayer de mesurer la richesse, finalement, que nous apporte la nature. C'est ça le raisonnement qui domine. Alors, on va mesurer l'air pur et le plaisir qu'apporte une promenade en forêt. Et pour tout ça, on va donner un prix. On va dire, quel plaisir ça vous donne d'aller vous promener dans la nature. Donc, on va faire des enquêtes, on va demander aux gens, et donc on va demander quel prix ça vaudrait. On va évaluer qu'est-ce qu'apporte comme service finalement de l'eau pure qui est fournie par la nature. Toutes ces choses-là, on va se les faire rentrer dans la catégorie du prix. Mais comme vous le comprenez bien quand je donne ces exemples-là, c'est des choses qu'on ne peut pas mélanger, qui sont incommensurables. On ne peut pas faire rentrer la nature dans les catégories économiques parce que la nature, dans sa complexité, est une condition même de l'activité économique. Donc ça, c'est une première raison qui me semble très importante. Cette approche, on la trouve notamment dans les programmes qui tentent d'attribuer une valeur monétaire à ce qu'on appelle des services écosystémiques et qui répondent à la question
combien devrions-nous dépenser pour compenser la perte des bénéfices que l'on retire d'un écosystème. Le FMI a par exemple réalisé une étude sur les grandes baleines. Il prend en compte le tourisme lié à leur observation, mais aussi la manière dont leur déjection favorise le développement de plancton, qui non seulement absorbe du carbone, mais en plus stimule la chaîne alimentaire et nourrit des poissons qu'on pourra pêcher. Le FMI en conclut qu'une baleine vaut 2 millions de dollars. Ce genre de démarche a le mérite de sensibiliser le grand public sur l'importance de certaines espèces et de produire une comptabilité écologique dont peuvent se saisir les gouvernements et les ONG. Mais on peut se demander si l'environnement est vraiment réductible à sa valeur monétaire, si la vie d'une grande baleine n'a pas de valeur intrinsèque qui déborde cette approche strictement utilitariste. La deuxième raison, c'est finalement une forme d'objection à l'idée qu'on pourrait avoir un capitalisme vert, qui est quand même quelque chose qui est très mis en avant. Et effectivement, il y a des opportunités d'investissement, il y a des industries qui se montent, qui se présentent comme vertes, etc. Ça existe. Mais ce qui n'existe pas, par contre, c'est des investissements pour démanteler ce qui doit être démantelé. Et la bifurcation, bien, ça va bien être une grande partie du démantèlement. Sans doute fermer des aéroports, on en a sans doute trop. Sans doute démonter des raffineries, etc. Et donc, ce travail de démantèlement est quelque chose où il n'y a pas de perspective de profit. Et puis la troisième objection, c'est une objection qui renvoie au mécanisme de prix. En particulier, on l'a vu avec la question de la taxe carbone, qui est un point très intéressant pour regarder comment ça fonctionne. La taxe carbone, c'est quelque chose qui, en fait, soit inefficace, c'est-à-dire, ça a été longtemps le cas en Europe, on a augmenté un petit peu les prix du carbone, mais ça n'a pas fondamentalement changé les comportements, soit lorsqu'on les augmente de façon très importante, eh bien là, ça devient insoutenable. C'est les gilets jaunes. D'un seul coup, vous augmentez brutalement le prix du carbone, et puis les modes de vie devraient s'adapter, mais les gens ne peuvent pas adapter leur mode de vie. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça montre que la bifurcation, c'est pas quelque chose qui peut se faire de manière, un ajustement délicat de façon décentralisée. Il va falloir changer les structures de l'économie. Nos économies, elles sont pas plastiques. Et donc, avant de changer les prix, eh bien, il faut permettre aux gens, aux entreprises, de s'insérer dans des nouveaux modes d'organisation de l'économie. La réaction des Gilets jaunes à la taxe carbone me rappelle ce que Cédric Durand disait sur l'économie morale théorisée par Edward Thompson. Dans les moments de crise, les questions de justice sociale reviennent au centre. Les Gilets jaunes avaient le sentiment d'être les seuls à supporter le coût de la transition énergétique. Il n'empêche qu'il va bien falloir modifier certaines habitudes si on veut arriver à une situation où tout le monde peut satisfaire ses besoins essentiels en restant dans les limites des écosystèmes, et ce, à l'échelle du monde. Il y a cet argument qui est un peu désespérant de se dire que finalement, on ne peut pas y arriver parce que tout simplement, on est trop nombreux. En fait, des collègues, notamment une collègue de l'université de Lausanne, Julia Steinberger, ont fait une étude assez précise sur notre capacité à satisfaire les besoins décents de la population à partir d'une quantité d'énergie bien moindre que celle qu'on utilise aujourd'hui. Et donc, ils ont fait ce calcul-là en disant qu'est-ce que ça serait les modes de vie décents. Alors, ils se sont posé la question des transports. Ils ont dit quelque chose de décent, c'est 5 000 à 15 000 km de déplacement par an. La question des moyens d'information, accès à un ordinateur par famille, la question de pouvoir se soigner, donc voilà, l'accès à un service public de santé, la question du logement, se vêtir, pouvoir se nourrir, etc. Et donc, ils ont fait un calcul pour 10 milliards de personnes sur Terre. Eh bien, le mode de vie décent est largement possible avec un niveau de consommation d'énergie bien moindre que celui qu'on a aujourd'hui. Donc, cette possibilité de vivre de façon décente dans les limites planétaires, pour la question de l'énergie, en tous les cas, a été étudiée en détail et c'est possible. Alors, quand vous dites décente, ce n'est pas minimal. Non, décent, ce n'est pas minimal, c'est pas la survie. Se déplacer 5 000 à 15 000 km par an, avoir un ordinateur par famille, c'est pas la survie. Mais c'est pas non plus confortable. C'est un peu en dessous de ce qui est le standard de vie dans la plupart des pays riches aujourd'hui. On a trouvé les données pour l'eau et on a vu que, c'est pas surprenant, mais en France, on est peut-être à 3 fois plus que ce qui serait gérable pour tout le monde. Ce qui est possible, voilà, ce qui est possible. Oui. En tout cas, voilà, il faut pas se leurrer, on va devoir modifier nos modes de vie et pas seulement les plus riches, les classes moyennes aussi. Et ça, c'est pas simple. Ça veut dire qu'il faut se demander à quoi on est prêt à renoncer, qu'est-ce qui est un besoin vraiment essentiel. Il y a une première chose qui est facile à identifier, c'est les besoins vitaux, bien sûr. Et donc là, il n'y a pas de discussion là-dessus, c'est quelque chose sur lequel on peut passer rapidement. Ensuite, il y a les autres besoins. Par exemple, on peut avoir envie de voyager. Si on a envie de voyager, on a un désir de voyager, on va pouvoir le satisfaire ou pas, ça ira.
Mais si on a l'habitude de voyager, que chaque été on part dans un pays tropical, ou bon voilà, eh bien si on peut plus le faire, ça va être dur. Notre désir s'est transformé en besoin. Et donc là, on a besoin justement, il est nécessaire d'avoir une discussion sur quel est l'espace des besoins qui sont compatibles avec les enjeux de soutenabilité écologique. Soutenabilité, c'est le premier mot. Soutenable, ça veut dire qu'ils sont compatibles avec les limites planétaires. Des besoins non soutenables, ça va être par exemple de partir tout seul, faire un saut dans l'atmosphère pour voir la Terre depuis l'espace. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est un besoin qui est indécent et qui n'est pas soutenable et qui donc ne pourra pas faire partie de l'espace des besoins. Parce que le deuxième principe, c'est non seulement un besoin qui soit soutenable, mais c'est aussi un besoin qui ne doit pas empêcher les autres de satisfaire leurs besoins. Il y a un principe d'égalité. Voilà, donc, ce qu'on essaie de mettre en évidence dans le livre, c'est finalement un espace des besoins qui soit universel, doublement universel. Ouais, j'aime bien ce critère de double universalité. J'y pense souvent. On a souvent la discussion avec des amis sur comment est-ce qu'il faudrait qu'on arrête de prendre l'avion. Et c'est vrai que moi, j'ai pas arrêté de prendre l'avion. En même temps, je me dis, s'il y avait un parti politique qui proposait dans un programme d'arrêter pour tout le monde les longs courriers, où il y en a un tous les 15 ans, j'accepterais en me disant, si on est tous logés à la même enseigne, dans ce cas-là, c'est acceptable. On décide pas de la même façon lorsqu'on décide de façon isolée, lorsqu'on décide ensemble démocratiquement. Et on est prêt à faire des efforts tous ensemble qui n'ont aucun sens du point de vue individuel parce qu'on est pris dans des dilemmes. On peut pas expliquer à sa famille qu'on va pas l'avoir loin parce qu'on veut pas prendre l'avion, par exemple. Si c'est une règle collective, les choses sont différentes. La planification écologique se traduirait donc nécessairement par certains renoncements pour les consommateurs des pays riches qui ne pourraient plus satisfaire tous leurs désirs, et ça peut inquiéter. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le système actuel ne fonctionne pas non plus. D'abord, l'économie mondiale produit beaucoup trop de richesses par rapport aux limites écologiques. Ensuite, ces richesses sont tellement inégalement réparties que 4 milliards de personnes dans le monde vivent dans la pauvreté. Et en plus, ceux qui ont les moyens de beaucoup consommer ne sont même pas forcément plus épanouis pour autant. En fait, le point de départ, c'est qu'il ne faut pas croire que le capitalisme est là pour satisfaire les besoins. Le capitalisme, il est là pour faire des profits et augmenter les profits. Et cette logique d'augmentation des profits est une logique de consumérisme, de productivisme, mais aussi de consumérisme. On pousse à la consommation. Et cette consommation, elle n'est pas nécessairement synonyme de satisfaction des besoins, ni de bonheur. La publicité, par exemple, est quelque chose qui nous pousse à consommer sans nécessairement correspondre à des besoins ou à davantage de bonheur. Donc, mon co-auteur, Razmik Kecheyan, parle à ce propos de besoins artificiels, dans le sens où ce sont des besoins qui sont aliénants. On n'est très largement pas souverain. Regardez Amazon, il prédit assez précisément vos modes de consommation. Donc, et il s'organise en fonction des algorithmes qui lui permettent de comprendre ça. Et cette idée qu'on peut être plus libre avec une délibération démocratique sur les besoins que l'on ne l'est dans une décision individuelle mais très aliénée par la puissance des firmes qui nous pilotent dans nos modes de consommation est une des clés du livre. Un autre élément qui est extrêmement important sur la question de la satisfaction des besoins, c'est aussi le fait que dans le capitalisme, les besoins sont mal satisfaits. Pensez à toutes les réparations un peu casse-pieds que vous devez faire, les appareils que vous devez changer. On ne prévoit pas les appareils pour durer, on ne prévoit pas pour qu'ils soient réparés facilement. Donc ces éléments-là, finalement, de mauvaise satisfaction des besoins dans le capitalisme, sont des éléments pour penser en positif, comment on peut satisfaire mieux les besoins. Pas d'obsolescence programmée, une limitation très importante de la publicité, c'est aussi finalement nous rendre davantage de liberté. Au-delà du scandale de l'obsolescence programmée, cachée, illégale, la philosophe Jeanne Guin expliquait bien dans un épisode précédent que la vraie question est plus largement celle du jetable. Moi, j'essaye de montrer comment des industries ont créé, promu, organisé, vanté, normalisé, banalisé le consumérisme. Consumérisme, pas comme une mentalité, mais le consumérisme comme une stratégie. Il y a eu ces moments où l'obsolescence a été promue, et elle a été promue pour toutes sortes d'objets, certains qui ont été dits même jetables, et ça aussi, encore une fois, c'était pas caché, et ça ne l'est pas non plus aujourd'hui. C'est-à-dire que on va pas dire que le problème de l'obsolescence va être résolu une fois que l'obsolescence va être assumée publiquement, puisqu'elle l'est déjà. Pour moi, le fait que sur des emballages de produits jetables, il y ait écrit « jetable » ne résout pas le problème du jetable, au contraire. La rupture avec la logique consumériste et l'invention d'un rapport plus durable aux objets peut passer par toutes sortes de mesures. On peut évoquer plusieurs exemples, mais un exemple qui me semble assez parlant et qui fait écho aux impasses du consumérisme actuel, c'est le service public de la réparation. Alors, on peut proposer d'étendre les garanties pour que on puisse ramener davantage les objets, etc. Mais fondamentalement, si on veut avoir une empreinte moindre sur la nature, il va falloir être capable de prendre davantage soin des éléments matériels de nos modes de vie. Donc, davantage réparer, faire du soin aux objets.
Elle me plaît bien, cette idée d'un fonctionnaire qui vient réparer mon lave-linge. Elle rappelle qu'une grande partie de la réponse passera par l'extension des services publics qui incarnent vraiment le principe d'un gouvernement par les besoins. Il y a une formule que j'aime beaucoup, que vous citez du journaliste britannique Georges Monbiot, qui parle de sobriété privée, luxe public. C'est très évocateur. Oui, c'est effectivement très évocateur et on peut penser à un exemple. Plutôt que d'avoir comme horizon de consommation chacun sa petite piscine pour ceux qui ont la chance d'avoir une maison et un bout de jardin, eh bien, plutôt penser d'avoir des infrastructures publiques avec des piscines qui soient confortables, en nombre suffisant, qui soient du luxe, finalement, mais un luxe qui soit partagé. C'est une manière à la fois de mieux satisfaire les besoins. Finalement, on est mieux dans une piscine très grande et confortable que dans sa petite piscine chez soi. Mais par ailleurs, c'est aussi quelque chose qui est bien plus sobre du point de vue environnemental. C'est un horizon d'émancipation. Voilà donc le projet. Élaborer des scénarios de bifurcation fondés sur une évaluation non monétaire des ressources disponibles dans les limites des écosystèmes, hiérarchiser les besoins politiquement, puis mettre l'appareil productif au service de leur satisfaction tout en étendant le périmètre des services publics. Sur le papier, ça peut fonctionner, mais reste la question de la viabilité politique de cette proposition. Un élément qui est évidemment très important pour la viabilité de ce projet de bifurcation, c'est quel type d'alliance sociale va permettre de le faire. Et on voit bien que l'inquiétude du Gilet jaune a été évoquée de très nombreuses fois, c'est l'inquiétude de la fin du mois, quelles sont les garanties qu'on apporte. Alors, ce que je dis tout à l'heure sur le fait qu'on a besoin du travail de tout le monde est un premier élément de garantie qui, à mon avis, est essentiel. La question du chômage doit disparaîtra dans le contexte de la bifurcation écologique s'il est là bien. Mais néanmoins, il faut convaincre à court terme et on conclut le livre par cette idée qui est de dire que la bifurcation écologique sera sociale ou ne sera pas. C'est-à-dire qu'elle va être riche de garanties pour les classes populaires ou elle ne sera pas. Pourquoi ? Eh bien parce que les classes financières s'y opposent très largement aujourd'hui et les classes populaires ne rejoindront ce projet que si elles sont certaines de ne pas y avoir à perdre immédiatement. Donc c'est non seulement peut-être souhaitable d'un point de vue normatif d'avoir une dimension sociale dans cette bifurcation écologique, mais c'est une condition pour qu'elle puisse avoir lieu d'un point de vue politique. On ne va pas échapper à la crise écologique, mais il n'est pas trop tard pour bifurquer de manière à réduire l'ampleur de la catastrophe. Les solutions consistant à miser sur le verdissement des infrastructures existantes, à donner un prix à la nature et à taxer le carbone, en espérant que les forces du marché allouent efficacement les ressources dans les limites de la Terre, se sont jusqu'à présent avérées largement en deçà de l'urgence. Or, l'alternative au marché, c'est la planification. Pour Cédric Durand, une planification écologique et démocratique qui n'aurait plus pour boussole le profit, mais la satisfaction des besoins, est le seul moyen de reprendre le contrôle. Pour aller plus loin, mes sources sont en description et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. À bientôt!